Day Trading, le podcast, le fameux stop loss. Un beau bonjour amical à vous tous, chers négociateurs et négociatrices. Pour cet épisode, on a décidé d'aborder un sujet qui concerne tout le monde. Je dis bien tout le monde. Si vous ne vous sentez pas concerné, là, je vais vous le dire, il est grandement temps de le devenir. Puis un de nos objectifs aujourd'hui à faire cet épisode-là, on l'espère, c'est qu'on va réussir à vous convaincre sans plus aucun doute que utiliser ce fameux stop-loss-là, c'est la pierre angulaire pour le succès. Toujours en compagnie de mon mentor qui prêche par ses exemples exemplaires avec les stop-loss. Comment ça va, François, aujourd'hui? Ça va super bien, mais pourquoi tu as le sourire dans le visage quand tu me regardes quand on parle de stop-loss? Je ne sais pas, ça fait 2-3 ans qu'on martèle le monde de l'importance du stop-loss, mais là, finalement, aujourd'hui, on va démystifier ça. C'est-tu bon, c'est pas bon, où, quand, pourquoi? On va faire sortir le pu du bouton, là. Ouais, le pu du bouton, ça c'est bon. On va en parler comme il faut, parce que, ouais, vas-y. Ben, le sourire, comme tel, d'un, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Fait que quand on commence, c'est un moment de pur bonheur. Fait que c'est aussi simple que ça. Mais le sujet comme tel, c'est parce que quand je te vois dans les lives, quand tu parles du stop-loss, on dirait qu'il y a comme une espèce de feu intérieur qui est très présent. Puis que, c'est comme si poliment, tu chicanes les gens en disant « tu dois mettre ton stop-loss ». C'est comme, ça prend quasiment un ton autoritaire pour que les gens le prennent au sérieux. C'est un peu ça, dans le fond. Effectivement. Donc, on va commencer afin de tout faire le tour, mais c'est ça. Surtout pour le day trading, c'est super important, mais on va en parler. Investissement long terme, des titres de qualité, faut-tu faire ça? Donc, je pense que ça va être un podcast super intéressant. Super important, en tout cas, ça, c'est sûr. Tu sais, des synonymes. Stop de protection, on entend ça. Un arrêt à la perte. Notre stratégie de sortie ou notre règle de sortie. Donc, c'est des façons de le voir, mais ça reste que c'est un arrêt à la perte. On va arrêter notre perte là, au moment où on le juge opportun. C'est ça qu'on va regarder aussi tantôt. Une chose qui est certaine, c'est que le stop-loss, là, il est vraiment utile pour éviter quoi? Pour éviter de redonner au marché ce qu'on a gagné, puis encore plus. On a tous entendu des histoires tragiques là, de situations où les émotions nous ont fait perdre beaucoup plus que prévu. On en lit des fois sur le groupe, des gens qui ont l'honnêteté de nous partager ça, dire hey, « regarde, j'ai fait des gains comme ça, puis à un moment donné, j'ai tout ordonné. » Moi-même, je l'ai déjà vécu dans le passé en faisant des tests. Là, j'avais comme 10 journées de profit, puis après ma 10e journée, j'ai tout ordonné au marché parce que mon stop était vraiment plus gros que les profits que j'allais chercher. Donc, c'est une réalité. Puis ces choses-là sont super simples à éviter. C'est super simple, là. Il faut juste mettre un stop-loss, puis il faut le respecter. C'est that's it. Fini, podcast, on a fini. Merci beaucoup. Et voilà. Et voilà le secret. C'est ça. OK, donc on va quand même se poser plus de questions que ça. On va aller un petit peu plus en profondeur. Le premier point à retenir, et je pose la question à François, de par sa grande sagesse, on le met quand, le stop-loss? Ceux qui me connaissent, j'en parle tout le temps, il faut toujours mettre un stop-loss. Ça fait partie, tu sais, là, c'est parenthèse day trading, là, parce que la plupart de nos éditeurs aiment bien le day trading. Tantôt, on va parler d'investissement, mais pour quelqu'un qui fait du swing trading court terme ou du day trading, il faut toujours mettre le stop-loss. Toujours. Que ce soit un stop-loss ridicule, il faut toujours le mettre. Ça fait partie du plan de match. Point d'entrée, point de sortie, stop-loss. Donc, il faut toujours mettre un stop-loss. Puis, idéalement, en même temps qu'on prend position, ou le plus rapidement possible, après avoir pris position. Pour ne pas laisser ça ouvert dans le temps. Là, parce que c'est arrivé des fois où moi, j'entrais, puis là, après ça, j'allais mettre mon stop-loss, mais tout de suite après. Là, mais même ces 2 secondes-là, maintenant, il m'est inconfortable. Même si c'est peu probable qu'il arrive des choses à ce moment-là. Mais il y a quelque chose qui manque. Là. Je me sens tout nu quand je ne le mets pas. Donc, après ça, pourquoi on utilise ça, dans le fond? C'est quoi le but de ça, là? Hein? Ben, le but principal, c'est de protéger notre capital.
Ouais. Donc, tu sais, pour quelqu'un qui fait du day trading, peu importe comment qu'on commence, là, 2 000, 5 000, 10 000 je le dis souvent, c'est pas de l'argent Monopoly qu'on transige, là. Il faut protéger notre capital. Donc, des fois, il vaut mieux perdre un petit 100 vite que laisser courir puis que ça vire en 500 ou 1 000 Donc, il faut protéger notre capital, surtout pour le day trading. Pour le long terme aussi, mais pour le day trading, on n'a pas le choix. C'est une obligation. C'est ça. Puis on en a besoin aussi pour calculer la taille de nos positions. Combien d'actions qu'on va acheter. Tu sais, c'est sûr qu'une action à 10 si on veut risquer 10 puis qu'on ne met pas de stop loss, ben on achète une action. Tu sais, c'est notre risque. Mais si on veut avoir un levier, en acheter plus, on peut acheter plus, mais on ne veut pas risquer tout le montant qu'on va acheter. Donc, ça va nous aider en fonction de la distance de notre stop loss. On va être en mesure de prendre des plus grosses positions puis d'augmenter notre rendement aussi en même temps. Ça devient un levier. C'est comme ça aussi que je le vois, là. Puis, tu sais, un exemple pour montrer pourquoi c'est si important que ça, si un jour vous avez à travailler avec une firme ou qui que ce soit, ou les challenges là, qu'on peut retrouver pour des prop firms, là, pour avoir des fonds, ben, il est obligatoire. Tu sais. Pour l'écrasante majorité d'entre ces firmes-là, ils vont vous l'imposer. Puis si vous ne le mettez pas, puis vous descendez à un certain niveau, ils vont vous sortir anyway. Ils ne vous laisseront pas perdre leur argent, tout simplement. Donc, si ces grandes firmes-là ont mis ça en place, on peut s'en inspirer et dire on peut être aussi rigoureux qu'eux autres. Comme ça que je vois ça. Après ça, ben, où est-ce qu'on le place, ce fameux stop-loss-là? Hein? Où est-ce qu'on le met? T'sais, moi, le résumé, c'est quand nos conditions d'entrée ne sont plus là. T'sais, quand la raison qui fait qu'on est entré, elle n'existe plus, c'est notre raison de sortir. Mais il faut être capable de le déterminer qu'un prix. C'est rendu où? C'est qu'est-ce qui fait ça? T'sais? Est-ce que, par exemple, on va aller chercher une confluence, on va aller chercher un support, une résistance, on va s'accoter sur une moyenne mobile, on va essayer de se donner un jeu dans la volatilité là, avec un ATR ou quelque chose du genre. Mais la volatilité, on est conscient que des fois, elle nous fait sortir, même si notre analyse est bonne puis que le prix s'est rendu à notre cible, des fois, on va se faire sortir quand même puis le prix va y aller. Ça fait partie de la game. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on va essayer de le placer. Puis toi, je pense que tu avais une façon de voir, là, par exemple, par rapport aux fondamentaux pour les placements, ceux qui vont placer plus à long terme, dans le fond. Comment on pourrait placer un stop-loss? C'est ça. Tu sais, pour ceux qui font du day trading, généralement, tu sais, la règle de base, je ne sais pas si vous le savez, mais sinon je vous l'apprends. Généralement, quand on fait du day trading ou du swing trading, on met notre stop lorsque, comme Patrick dit, lorsque la transaction, notre analyse est invalidée, puis souvent c'est sous un support récent ou sous la moyenne mobile. Mais sinon, on en parlait tantôt avant le podcast, pour ceux qui font de l'investissement long terme, c'est sûr que placer un stop-loss, c'est différent. T'sais, on ne va pas nécessairement mettre ça sur un support, exemple sur un titre de qualité Apple ou Dollarama ou Metro. Ceux qui me connaissent savent que j'adore ces titres-là. Mais c'est souvent où ce que le fondamental est invalidé. T'sais, au lieu de dire notre trade est invalidé à cause du technique, parce que la plupart des day traders sont techniques, ceux qui transigent le fondamental, c'est souvent où ce que le fondamental est invalidé. Lorsque peut-être un changement de direction ou des fois de la compagnie ou lorsque la compagnie décide d'avoir des projets différents ou lorsque le fondamental, les états financiers changent, souvent c'est là qu'on décide, ben là, ça se peut que notre transaction commence à plus être bonne. On peut prendre des profits ou prendre une perte ou prendre la moitié de nos gains, moitié de nos pertes et attendre, réévaluer. Parce que souvent, quand un titre va tomber, je parle pour le plus long terme, des fois, il peut y avoir un petit crash ou un gros crash ou une bonne correction boursière. S'il a un titre de qualité, par exemple Apple, chute, et évidemment, il va chuter parce que la plupart des indices vont chuter, mais si le fondamental ne change pas d'Apple, il n'y a pas nécessairement raison de sortir. Mais encore là, comme on a dit en entrée de jeu, il faut protéger notre capital. Donc, même si c'est pour du long terme, à un moment donné, on peut peut-être se mettre une moyenne mobile, mais pour le plus long terme, si ça passe en bas de la moyenne mobile, bien, c'est quand même un titre de qualité. Puis là, à un moment donné, il faut conserver notre capital. On peut peut-être vendre la moitié de notre position, puis réévaluer par après, quitte à racheter beaucoup plus bas sur une autre zone de support, parce que le fondamental d'un titre n'a pas changé. Donc, c'est peut-être une autre façon de mettre un stop sur de l'investissement plus long terme, là, outre seulement le technique puis un support récent. Là. C'est intéressant.
Après ça, une question qui se pose, parce que là, je parle par expérience et par observation, dans le fond, quand je regarde trader les autres ou François ou mon propre style. Est-ce qu'on doit le mettre serré ou pas? Là, je parle, mettons, dans le day trading, dans l'intraday. Est-ce qu'on doit le mettre très, très près ou le plus loin possible? Toute qu'une question, ça, là. J'ai deux réponses intéressantes. Souvent, les day traders, on va trader des titres quand même extrêmement volatiles. Encore aujourd'hui, un titre qui a passé je pense, up 200% dans une journée. Donc, évidemment, si vous mettez des stops serrés, genre 2, 3, 5%, quand il y a une forte volatilité sur ces titres-là, souvent, vous allez vous faire stopper, comme on le dit, des fois pour rien. Donc, il faut regarder un peu la volatilité du titre. Si le titre, il fluctue, il fait des mouvements de tout le temps de 2-3%, mais si vous mettez un stop à 10% de perte, à la limite, c'est trop. Mais si vous mettez un stop, on va dire, de 10% sur un stock qui oscille de 300-400% dans une journée, c'est pas rare. Pour les day traders, on cherche ces titres-là. On peut en avoir 1 ou 2 par semaine. Mais bref, si vous mettez un stop de 10% sur ce genre de titre-là, ça se peut que vous faites stopper pour rien. Donc, il faut, c'est-tu serré ou pas, il faut regarder la volatilité du titre. Il y a un bon indicateur sur ceux qui utilisent TradingView, c'est le ATR. Le ATR, c'est un indice de volatilité du titre. On le regarde beaucoup dans le Forex. Si, exemple, vous prenez une paire de Forex, peu importe laquelle, puis ça dit l'ATR est à 50 pips. Donc, pips, c'est l'unité de fluctuation du Forex. On pourrait dire 50 cents pour un titre. Donc, si vous prenez un titre puis l'ATR est à 50 cents, eh bien, ce titre-là, généralement, fluctue de 50 cents up and down. Donc, si vous voulez mettre un stop intéressant, mais c'est plus ou moins 50 cents. Proche d'un support peut-être ou proche de la résistance si vous faites une vente à découvert. Donc, je vous invite à aller sur TradingView, à regarder l'indicateur ATR. C'est une bonne façon, c'est un indicateur de volatilité. Donc, faut-tu le mettre serré ou pas? Il n'y a pas de réponse parfaite. Tu sais, des fois, le monde, ils veulent une formule, ils veulent quelque chose de clé en main, mais ça n'existe pas. Il faut faire nos devoirs. On en a parlé dans les autres podcasts. C'est important de faire nos devoirs, nos recherches. Donc, faut-tu le mettre serré ou pas? Ça dépend de la volatilité du titre. Donc, ça, c'est mon avis. Ça dépend comment tu as réussi à te positionner aussi. Tu sais, si t'es vraiment. Parce que des fois, tu sais, tu me parles de certaines trades que tu as faites, puis tu dis c'est une trade de sniper. Tu sais, je suis allé chercher, là. Tu sais, c'était quasiment chirurgical, là, des fois, comment tu as réussi à aller le chercher, le revirement du prix. Bien là, tu es super bien positionné. Fait qu'il va être plus serré que si tu as attendu une confirmation, une grosse chandelle qui fait que le prix est déjà parti de l'autre bord. Puis là, tu es comme automatiquement, il est plus loin. Fait que ça dépend aussi de ça, parce que c'est beau dire la volatilité, mais à un moment donné, la volatilité n'est pas immuable non plus. Hein. Quand il arrive un événement ou quelque chose, puis ça se met à bouger, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 heures, c'était la même dynamique que maintenant. Donc, il faut prendre ça en considération. Mais la chose qu'il faut garder en tête, puis je trouve importante, c'est plus on va le mettre loin, le stop-loss, plus notre cible va falloir qu'elle soit loin aussi, là, si on va avoir un ratio intéressant, là, un ratio bénéfice-risque ou gain-risque. C'est une lame à 2 tranchants, parce que plus notre cible est loin, moins qu'on a de chance de l'atteindre aussi. Fait que là, c'est l'équilibre, puis je pense que ça passe par l'expérience. Hein, François, je pense que c'est vraiment là que ça va se raffiner au fil du temps. Mais c'est ça, tu parles des fois quand tu achètes proche du support, puis souvent, c'est attraper un falling knife, un couteau qui tombe. Moi, c'est pas ma spécialité. Ouais. Moi, j'avoue, ceux qui achètent proche des supports, mais c'est sûr que ton stop, il va être plus proche. Mais moi, tu parlais de confirmation. Oui, j'avoue, mon stop est plus loin. Mais on ajuste nos ratios en fonction. Tu sais, je parle souvent dans l'ancien pas les anciens, mais dans les autres podcasts, j'aime bien un ratio de 1 pour 1 ou 1,5 pour 1 minimum. Donc, si mon stop est 50 sous, j'aime bien aller chercher 75 sous, entre 50 et 75 sous minimum de profit. Mais bon, encore là, ça, c'est 2 styles de trading. Moi, acheter un couteau qui tombe, ça ne m'intéresse pas, mais je suis d'accord avec Patrick, notre stop est plus serré. C'est une autre façon de voir ça. Puis justement, une élève que je forme, je ne sais pas si elle va être à l'écoute, Hélène, est dans notre live chaque matin. Tu sais, tu parlais de sniper, ça m'a fait rire parce que j'ai tout de suite pensé à Hélène. Hélène a fait tellement des entrées de sniper, je ne sais pas comment elle fait. Tu sais, c'est ça. Ça, c'est l'expérience, c'est le talent. Tu sais, elle apprend par la bande avec tout ce que je lui montre, mais elle est en train de développer quelque chose de très bien de son côté. Donc, il
Il y en a pour tous les goûts. Moi, je suis pas trop du type sniper. Moi, je suis plus momentum. Ça me prend une confirmation. Tu sais, à 46, 47 ans, là, j'ai assez donné. Je veux une confirmation. Je veux être, je vais dire sûr, là, mais tu sais, je veux être sûr, entre guillemets, de ma trade, de ma transaction. Donc, c'est ça. C'est deux styles, mais c'est ça. Il faut vérifier nos risques ratios. Tu sais, un truc de base, allez-y 1 pour 1 minimum. Si vous perdez 50 sous, allez-y avec 50 sous de gain minimum. Parce qu'au bout de la ligne, si vous prenez 50 sous de gain pour 2 $ de perte, sur la longue run, ça ne fonctionnera pas, votre truc. Là. Non. Ça ne sera pas le fun non plus. Ça ne sera vraiment pas le fun, je pense. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir différents types de stop-loss qu'on retrouve, dans le fond. Puis, on va les commenter un petit peu pour permettre aux gens de se faire une idée de qu'est-ce qui est possible de faire. Tu sais, l'important, là, c'est d'en être conscient de ce qui se fait, puis d'être conscient que quand on choisit une approche, bien, ça vient avec des avantages, des inconvénients. Puis, à partir de là, vous allez pouvoir prendre votre décision de votre approche, là, celle que vous allez privilégier. Le premier, moi, je l'aime bien parce que j'aime ça quand François le commente, là, c'est le fameux stop mental. Est-ce que c'est le meilleur choix, ça? C'est-tu le meilleur choix, stop mental? Non. Non. Je vais essayer de rester focus. J'aime pas entendre ça, le stop mental, parce qu'il y a beaucoup de monde qui en parle. Le stop mental, on peut voir ça de deux façons. Il y en a qui ils disent je vais pas me stopper là, je vais me stopper mental. Si ça arrive là, ben, je vais me sortir. Il faut être extrêmement discipliné pour respecter notre stop mental. Puis même si on est extrêmement discipliné puis qu'on respecte notre stop mental, si on dit que le stock est à 12 $, puis on va dire à 10 $, je vais me stopper, mais je ne mettrai pas mon stop. Je ne sais pas pourquoi on ne met pas notre stop là. Moi, quand je travaillais sur le parquet de la bourse, c'était tout des stops mentales parce qu'on n'avait pas les outils. Donc, quand ça arrivait là, on n'avait pas le choix. On prenait la décision de vendre ou on attendait, mais maintenant, on a les outils. On va en parler tantôt, les différents types de stop. On a les outils pour mettre un stop pour qu'un robot travaille pour nous. Mais bref, un stop mental, est-ce que c'est bon? Moi, je crois pas. Je crois pas. Surtout, c'est que même si vous êtes la meilleure personne disciplinée, si vous dites le titre arrive à 10 $, je vais sortir. Des fois, le titre peut toucher 10 $ sur une nouvelle, puis il va se ramasser à 9,50 ou 9 $ vite. Juste par le temps, vous allez prendre votre souris, vous dites, OK, ben là, je vais sortir. Vous venez de laisser peut-être un 2-3% sur la table parce que, en anglais, on dit qu'il y a eu du slippage. Donc, pourquoi ne pas mettre votre stop, même si vous dites que c'est mental, mettez un stop ridicule, mais mettez-le dans la machine. Si ça arrive à cause d'une nouvelle ou quelqu'un qui tweet une nouvelle sur le titre ou il y a un crash où les indices descendent rapidement, votre robot, votre machine va vous stopper parce que, c'est ça, je me répète, même si vous êtes ultra discipliné, par le temps où vous allez prendre votre souris, je vous le dis, vous n'allez pas vous stopper à votre prix. Puis tu sais, si ça l'arrive, on va dire une fois par mois, puis ça vous coûte 2-3% de plus, on va dire 2%. Mais tu sais, 2% par mois, c'est 24% de rendement par année. Tu sais, comme au baseball, là, vous commencez avec 24% de strike parce que vous voulez mettre des stops mentales. Donc, mettez votre stop dans la machine, ça finit là. Donc, stop mental, pour moi, c'est pas le meilleur choix. Je sais qu'il y en a qui aiment ça utiliser ça, mais c'est à proscrire selon moi. Ben, surtout si ton intention ferme est de sortir, tu te laisses la machine le faire. Là. Tu peux te dire, je veux pas que mon courtier voit mon stop. Ben oui, on a les outils pour ça. Utilisons-les. Là. C'est d'essayer de voir la raison, mais moi aussi, je trouve que si ton intention est là, ben, prends-les. Là. À moins que ben oui. tu ne savais pas que tu pouvais l'avoir, parce que ça se peut aussi que tu fais du trading dans un logiciel de courtage, puis tu ne l'as pas exploré, puis tu n'as jamais pris le temps de regarder que tu peux en mettre des stop-loss. Il faut mettre un petit peu de temps des fois. Là, on s'entend que tout le monde le sait, là, qu'on peut mettre tout le monde le sait. N'importe quel courtier, que ce soit Interactive Broker, Questrade, Disnat, toutes les plateformes bancaires, l'outil stop existe. Vérifiez votre plateforme, vérifiez avec votre courtier, c'est possible de mettre un stop. Donc, arrêtez de vouloir être un robot. Utilisez les robots que les courtiers vous offrent pour mettre votre stop. Utilisez-le, ça va super bien aller, puis vous allez économiser sur la longue run. Prochain type de stop, c'est un time stop ou un stop temporel. Là. Je ne sais pas comment le traduire, là, mais dans le fond, c'est un stop qu'on va définir par le temps et non pas la fluctuation du prix.
Donc, on va se dire si ma stratégie elle est très à court terme ou c'est du intraday et que après un certain temps où j'arrive à la fin de la journée, bien, je vais fermer avant la fermeture des marchés, peu importe je suis rendu où. Donc, c'est le temps qui va faire en sorte qu'on va fermer la transaction et non pas le price action. Donc, que ce soit le vendredi, moi, dans le Forex, comme on parlait avant le show, le vendredi, moi, je ferme mes trades. J'ai bien de la misère à laisser ça ouvert le week-end. Il y en a qui le laissent, puis souvent, ça va bien, mais moi, j'ai de la misère. Ou avant une grosse nouvelle économique, quand quelque chose s'en vient de majeur, là, moi, je n'ai pas envie de rester là nécessairement. Souvent, j'aime mieux la fermer. Puis après ça, après la nouvelle, ça devient une nouvelle trade. Est-ce que je rembarque? Est-ce que je fais ça autrement? Est-ce que ça a changé mon analyse? Donc, le time stop peut être utilisé aussi pour sortir. Sinon, pour ceux qui font du day trading, on transige intraday. Dans le mot intraday, il y a le mot intra, bien, ça le dit au courant de la journée. Donc, si vous n'avez pas une bonne position, puis vous perdez un peu d'argent, vous en faites un peu, vous n'êtes pas satisfait, mais à la fin de la journée, parce que des fois, on va transiger des titres, des titres qui font 20, 30, puis des fois 200% dans une journée, c'est pas nécessairement des titres de qualité, mais pour du day trading, c'est parfait. Mais chaque jour est une nouvelle journée pour le day trading. Puis dans le mot intraday, tu as le mot intra. Donc, à la fin de la journée, il faut rester flat. Oui, on peut prendre des risques overnight, mais encore là, c'est à proscrire. Si un titre a monté de 200-300% dans une journée, puis on a réussi à attraper quelques pourcentages là-dessus, puis on décide de le garder durant la nuit, mais ça se peut que le titre, il gap down de 50%, puis tu te dis, Colin, j'aurais pas dû faire ça. Donc, si vous faites du day trading, moi, je dis aux gens, restez flat à la fin de la journée. Demain, c'est une nouvelle journée, vous allez bien dormir. Donc, c'est ça. Moi, c'est mon point là-dessus, côté day trading. Alors, on a commencé, on s'est trempé l'orteil dans l'eau, voir si elle était froide ou chaude. Puis, dans le fond, en ce qui concerne le stop-loss, l'eau, moi, je trouve qu'elle est parfaite. Il faut l'utiliser. Ce que ça veut dire que pour cet épisode-là, bien, on va s'arrêter là. On va vous laisser un petit peu sur votre appétit. Puis là, on va avoir un deuxième épisode. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc, d'ici là, bien, je vous souhaite à tous de prendre le temps d'y penser. Puis à la limite, mettez-vous des affiches, de se convaincre à quel point c'est primordial, parce qu'on pense souvent à notre entrée quand on veut trader, mais souvent on néglige notre sortie. Puis je pense que c'est là que le nerf de la guerre se passe. Là. C'est là que ça fait la différence entre les grands traders et les boursicoteurs. Alors d'ici le prochain podcast, on vous souhaite un bon trading.